Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes réunis ce soir pour la conférence sur la thématique Green Tech et Green IT, convergence des transitions écologiques et numériques. Nous avons un panel fantastique d'intervenants, mais avant de les présenter et de présenter la discussion, je vous propose simplement de revenir sur la raison de l'organisation de cette conférence. Donc, moi, je m'appelle Jovana Trajkovic, je travaille chez Social Builder, qui est une association qui promeut la mixité dans le numérique. Et cette conférence est co-organisée entre Social Builder et Nueum, le syndicat des entreprises du numérique, afin de faire connaître les problématiques de la tech, du numérique, des métiers derrière, faire connaître aussi un réseau. Donc, c'est pour cela que l'on organise après une première table ronde conférence, un moment de networking. Et nous sommes ravis de vous compter parmi nous de façon à pouvoir échanger sur cette thématique. Donc, Social Builder, c'est une organisation qui a été fondée en 2011 et qui, depuis, a accompagné plus de 70 000 femmes, soit via des programmes d'orientation vers le numérique, soit des programmes de formation. Et nous avons donc différentes activités, notamment ces cycles de conférences. Vous pouvez en savoir plus sur notre site socialbuilder.org ou simplement aussi retrouver les replays des précédentes conférences sur notre chaîne YouTube, dont je vous partagerai le lien à l'issue de cette conférence par mail. Sur ce, je laisse la parole à notre modératrice, Laurane Poulain, qui est aussi la déléguée au numérique responsable de chez Numéum. Merci beaucoup, Jovana. Donc, un mot peut-être pour celles et ceux qui ne sont pas familiers et familières avec Numéum. Un mot donc pour vous présenter cette organisation. Donc, Numéum, qui est en fait une organisation récente puisqu'elle est issue de la fusion de deux organisations, Syntec Numérique et Tech in France, qui sont donc deux organisations professionnelles du numérique. Donc, Numéum, on représente les entreprises du numérique dans leur diversité avec donc plusieurs métiers, donc notamment les ESN, les éditeurs de logiciels, les sociétés de conseil en technologie, les plateformes, et puis tout type de taille d'entreprise. On a 2500 entreprises qui vont du grand groupe à la TPE, avec une grande majorité de nos adhérents qui sont des PME du secteur numérique. Donc, voilà pour Numéum. Moi, au sein de Numéum, je m'occupe des enjeux qui sont liés au numérique responsable. Et donc, nous sommes en plein dans cette thématique ce soir. Et donc, je suis ravie de modérer cette table ronde, donc Green Tech et Green IT, la convergence des transitions numériques et environnementales. Donc, peut-être un mot avant de passer la parole à nos intervenants pour vous poser un petit peu le débat et les grands enjeux qu'on a souhaité évoquer ce soir. Donc, on a d'un côté la transition numérique qui est donc de plus en plus prégnante dans nos vies et qui s'accompagne donc d'une empreinte environnementale croissante. Donc, on a aujourd'hui une nécessité de repenser, d'allonger la durée de vie de nos équipements, de repenser aussi nos usages numériques pour faire face à cette empreinte environnementale qui existe et qui, encore une fois, est exponentielle et qui va en même temps que la transition numérique. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est que le numérique, à l'inverse, est aussi une réponse qu'on peut utiliser pour la transition écologique. Il y a un écosystème grandissant sur ces questions et un besoin de mobiliser les technologies au service de la transition écologique. Donc, il y a plusieurs exemples où le numérique permet d'avoir des impacts concrets et permet aussi d'accompagner les entreprises dans leur propre trajectoire environnementale.
Et dernier point qui est le fait qu'en s'appuyant sur le numérique, la transition écologique et l'urgence climatique doit aussi pouvoir s'appuyer sur un numérique responsable. Et ce numérique responsable, c'est aussi un numérique inclusif. Donc, en parlant des enjeux finalement Green Tech, Green IT, on parle aussi de l'économie de l'impact en général. Et donc, c'est aussi une opportunité pour penser un numérique inclusif qui assimile, enfin, et qui accueille tous les talents et notamment les femmes en son sein. Donc, voilà un peu les grands enjeux qu'on voulait évoquer avec vous ce soir. Et donc, pour en parler, nous remercions nos 4 intervenants d'être avec nous ce soir. Donc, nous avons Virginie Royer, qui est chef de projet de l'initiative Planète Tech Care, dont elle pourra nous parler. Nous avons Nadia Bressous, qui est partenaire impact chez le fonds Xange. Nous avons Valentin Boutellier, qui est directeur développement et impact chez ZEI. Et enfin, Aude Serrano, qui est experte en formation à la transition écologique et sociale. Encore merci beaucoup à tous les 4 d'être avec nous ce soir. Et donc, si on commence cette table ronde avec le premier sujet que je posais en introduction, qui est celui de l'impact environnemental du numérique. Donc, peut-être ma première question à toi, Valentin, justement, donc, de ton prisme chez ZEI, quels sont les grands enjeux de cette cette empreinte environnementale du numérique? Merci Laurent, bonsoir à tous. Donc effectivement, je suis Valentin Boutellier, je travaille chez ZEI, qui est une startup qui accompagne aujourd'hui plus de 3500 entreprises dans leur démarche d'impact environnemental et sociétal. Et pour revenir du coup sur ce sujet de l'empreinte environnementale, il faut peut-être revenir d'abord sur ce qu'on met derrière en fait le terme de numérique. Et très souvent, on va distinguer en fait 3 composants du numérique que sont dans un premier temps les terminaux. Donc ça, c'est tous les équipements que nous, en tant qu'individus, on va utiliser pour avoir accès en fait aux services numériques. Donc ça va être tous nos téléphones, nos ordinateurs, ça va être même les télévisions qu'on va avoir chez nous. Le deuxième composant, c'est les réseaux. Donc, c'est par exemple tous les câbles et les équipements qui vont servir à transmettre de la donnée. Et le troisième composant, ce sont les data centers, donc qui vont servir en fait à stocker la donnée et à la transmettre aux utilisateurs finaux. Alors, quand on regarde en fait sur ces 3 composants aujourd'hui et qu'on regarde les études qui parlent des impacts environnementaux du numérique, il faut savoir, et ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que les 3/4 des impacts sont liés aux terminaux, donc finalement à l'utilisateur final. Ensuite, on va avoir les réseaux et les data centers. C'est important de resituer un peu ces éléments-là parce que très souvent, beaucoup de personnes pensent que le numérique, les impacts principaux du numérique sont liés finalement au data center, alors qu'en réalité, c'est plutôt l'utilisateur final. Ensuite, quand on regarde sur l'analyse de cycle de vie d'un produit numérique, on va distinguer grosso modo 3 étapes. La fabrication, notamment pour tout ce qui est équipement, l'utilisation et la fin de vie. Eh bien, la très grande majorité des impacts viennent de l'étape de fabrication. Donc, ce qui est très important, c'est que quand on souhaite agir face aux enjeux environnementaux auxquels nous sommes confrontés liés au numérique, il faut d'abord agir sur les équipements. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'en fait, le nombre d'équipements qu'on utilise ne cesse d'exploser et les usages du numérique, eux aussi, sont en train d'augmenter. Juste pour vous donner quelques chiffres, alors je ne vais pas rentrer non plus dans une liste à la Prévert des chiffres parce qu'il y en a beaucoup. Aujourd'hui, on estime dans le monde qu'on utilise à peu près 50 milliards d'objets connectés. À l'échelle de la France, c'est à peu près 11 équipements par personne. Et ça, c'est un chiffre qui augmente et qui est d'ailleurs plus élevé en France que dans le reste du monde. Et si on devait prendre un élément de référence en termes d'impact, alors le plus commun, c'est l'impact carbone, qui revient effectivement le plus souvent. Aujourd'hui, on estime que dans le monde, le numérique émet à peu près 4% des émissions mondiales et que ça pourrait passer à 8% dans les 10 prochaines années. Et ce qui est, je dirais, intéressant de remarquer, c'est qu'en fait, le numérique est un des seuls secteurs qui a une croissance aussi importante, aussi exponentielle, alors que la plupart des autres secteurs ont tendance en fait à soit ralentir, soit à se stabiliser. Donc, c'est vraiment, je pense, essentiel de garder à ces éléments, ces ordres d'idées à l'esprit.
Et alors nous, ce qu'on a pu remarquer avec les entreprises qu'on a accompagnées jusqu'à aujourd'hui sur ces sujets-là, c'est qu'en fait, pendant très longtemps, le numérique est resté un peu le parent pauvre de l'engagement des entreprises, notamment de l'engagement RSE. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des obligations réglementaires pour certaines entreprises qui leur imposent de progresser face aux sujets environnementaux et sociétaux. Parfois, ça peut être une démarche volontaire et très souvent, le numérique a été occulté. Et aujourd'hui, maintenant, on voit des grands groupes, notamment, qui se disent, qui lancent des démarches sur le numérique responsable et qui recherchent des outils pour avancer sur ces sujets-là. Donc, c'est, je pense, un point positif de voir que le numérique maintenant devient un vrai sujet quand il s'agit de s'engager face aux enjeux environnementaux. Merci beaucoup, Valentin. Alors, tu parlais de parents pauvres de l'engagement RSE, le numérique. C'est vraiment évidemment ça a été une réalité. Le secteur justement numérique donc doit se mobiliser pour justement prendre en compte ces impacts. Et donc, je me tourne vers Virginie là-dessus, qui donc justement peut nous faire témoigner de comment est-ce que le secteur numérique s'engage pour justement essayer de répondre à cet impact environnemental. Oui, merci beaucoup, Laurane, et bonsoir à toutes et tous. Et merci de cette invitation. Donc, effectivement, comme le mentionnait Laurane, donc moi, je travaille chez Numéum et le numérique responsable, en fait, est un axe prioritaire pour notre organisation depuis plusieurs années. Et si je me penche plus particulièrement sur la thématique numérique et environnement, nous avons lancé il y a un peu plus d'1 an une initiative qui s'appelle Planète Tech Care. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, au moment où on a décidé de lancer cette initiative, il y a plusieurs choses, en fait, plusieurs constats qui nous ont amenés à positionner cette initiative plutôt comme une méta-initiative, puisqu'on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de choses qui se passaient, mais que finalement, pour les entreprises, l'écosystème qui était foisonnant mais très atomisé rendait les choses parfois difficiles, peu lisibles, et finalement, les entreprises, même si elles prenaient de plus en plus conscience de l'importance en fait d'agir pour un numérique moins impactant pour l'environnement, avaient finalement encore beaucoup de difficultés à passer à l'action. Et donc, on a lancé cette initiative qui finalement est un dispositif assez simple et qui a une approche très concrète. Donc, concrètement, c'est une plateforme en fait, qui va mettre en relation des acteurs, en fait, finalement, l'ensemble des acteurs mobilisés pour un numérique innovant et engagé pour l'environnement avec 3 grandes communautés d'acteurs au sein du dispositif. Donc, on a tout d'abord nos partenaires. Alors, je le mentionnais en introduction, effectivement, il y avait beaucoup d'initiatives. Et donc, la première des choses qu'on a voulu faire, ça a été de dire on va fédérer ces expertises pour finalement faciliter l'accès des entreprises, des organisations à toutes ces expertises. Et donc, on a réuni autour de Numéum, aujourd'hui, on a 22 partenaires qui sont des experts du numérique et environnement et qui vont en fait s'engager à partager leur expertise, leurs travaux, en animant chacun un atelier mensuel pour l'ensemble de notre communauté, ce qui va permettre de donner des clés d'action de façon très pragmatique, très concrète à l'ensemble de la communauté pour les aider à démarrer ou accélérer en fait leur trajectoire vers un numérique plus respectueux de l'environnement. Ces ateliers, en fait, ils sont par souci comment dire, de façon plus simple, en fait, on les fait toujours en distanciel et ils vont vraiment toucher à toutes les thématiques autour du numérique et environnement. Donc ça, en fait, c'est vraiment la partie très importante. On s'appuie sur l'expertise de nos partenaires. L'idée n'était pas de réinventer la poudre, mais vraiment de valoriser ce qui existait et était déjà très bien fait par beaucoup d'experts. Alors, je ne les citerai pas tous, mais on a autour de nous des gens comme greenIT.fr, l'Alliance greenIT, l'Institut du numérique responsable, également des grandes organisations comme l'ADEME, BPI France. Voilà. Ce qui est important, je pense, de retenir, c'est vraiment cette démarche d'essayer de rassembler un maximum ces expertises. Ensuite, je le mentionnais, nos signataires, en fait, qui sont donc ces acteurs qui souhaitent s'engager ou accélérer leur trajectoire. Ça va être évidemment des entreprises du numérique, puisqu'il y a vraiment cette dimension très importante et que le secteur doit s'en saisir, mais on a aussi voulu s'ouvrir à l'ensemble des secteurs d'activité
puisqu'il était important, aujourd'hui le numérique il est partout, et donc finalement il était important de pouvoir embarquer des acteurs de tout secteur d'activité. Donc on va avoir au sein de la communauté Planète Tech Care des grandes entreprises, de l'immobilier, du retail ou de la banque, assurance, également des PME et également des petites entreprises. On n'a vraiment pas de profil type, mais une volonté commune de s'engager et j'ai envie de dire, participer à cet élan collectif. Une chose aussi qui est importante au sein de la communauté Planète Tech Care, c'est de bien noter en fait que nos signataires ont des degrés de maturité très différents sur le sujet, et ça, ce n'est vraiment pas un frein. Au contraire, nous, on pense que ce qui est important, c'est que chacun se mette en route, si je peux le dire comme ça. Une chose aussi que j'ai oublié de mentionner en fait dans l'engagement en fait de tous ces partenaires qui fournissent en fait cette expertise gratuitement et de Numéum qui porte cette initiative, c'est que l'initiative est totalement gratuite. Ça aussi, c'était important pour nous de vraiment pouvoir être accessible pour l'ensemble des acteurs qui souhaitent nous rejoindre. Le dernier le statut, rôle en fait important au sein de Planète Tech Care, ce sont nos ambassadeurs, qui en fait, comme nos partenaires, vont être des institutions, des associations, des think tanks qui finalement partagent nos valeurs et qui vont nous aider à faire rayonner l'initiative dans les territoires notamment. Et donc, on a plusieurs clusters régionaux ou également le MEDEF qui vont nous aider finalement à faire grandir l'initiative. Donc, vous le voyez, ce qui est important, c'est que cette communauté, avec nos partenaires, nos signataires, nos ambassadeurs, toute organisation a une place et un rôle à jouer, et on va vraiment s'appuyer sur la force du collectif pour embarquer l'ensemble des acteurs de l'écosystème. À côté de ça, je le disais, on a une approche très pragmatique, très concrète. Donc, nos ateliers tous les mois pour faire monter en compétence l'ensemble de nos signataires. On a également un annuaire de prestataires éco-responsables qui va permettre de référencer des offres de solutions par région. Et on a également pu, et ça on en était vraiment très contents, réunir l'ensemble de la communauté en décembre pour un grand rendez-vous sur 2 jours, le Green Tech Forum, qui nous a permis de réunir beaucoup d'acteurs. On a eu beaucoup de conférences, beaucoup d'intervenants, des exposants, et de pouvoir échanger en fait sur tous ces sujets. Et on est ravis d'en faire quelque chose qui sera un rendez-vous annuel, et donc de pouvoir vraiment à date donner rendez-vous en présentiel à l'ensemble de la communauté. Avant de terminer, en fait, j'ai oublié de préciser quelque chose d'important. Parmi les signataires, je mentionnais les entreprises. J'ai oublié de vous mentionner qu'on a également des acteurs de la formation. Et ça, en fait, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important. On sait qu'il est urgent d'agir aujourd'hui, il y a une véritable urgence, mais il est également très important de pouvoir former les talents de demain, les compétences de demain. Et ça, en fait, tout comme nos ateliers sont accessibles à l'ensemble des équipes, des entreprises, des organisations qui nous ont rejoints, l'ensemble des étudiants d'une promotion peut tout à fait profiter de nos ateliers qui sont tous enregistrés en replay et disponibles dans une grande bibliothèque de contenu. Voilà, donc je voulais insister aussi sur cette partie importante dans la communauté Planète Tech Care qui sont les acteurs de la formation. Voilà, donc je crois que ça montre vraiment cet élan collectif, l'importance de travailler de façon collaborative pour pouvoir adresser ces sujets de réduction de l'empreinte environnementale du numérique, et également, comme ça a été mentionné, de pouvoir vraiment faire du numérique un véritable levier de la transition écologique. Merci, merci beaucoup Virginie. Tu évoques en précision que donc, le Planète Tech Care, ça rassemble des entreprises engagées, mais également des acteurs de la formation. Et donc, la transition est toute trouvée, puisque, comme tu le disais, le nerf de la guerre, ça va être aussi les talents de demain qu'on doit former sur ces problématiques Green IT. Et donc là, Aude, quel est ton point de vue, toi, en tant que spécialiste de ces questions-là, sur les grands enjeux autour de la formation au numérique responsable et au Green IT en particulier? Donc, bonsoir à tous. Merci Laurane, merci Virginie aussi d'avoir comme ça pu souligner l'importance des enjeux de la formation. Je suis ravie d'être avec vous là ce soir, peut-être juste pour... j'ai plusieurs casquettes, et donc pour préciser un peu, donc moi je suis vraiment sur la formation plutôt enseignement supérieur, voire un petit peu formation professionnelle. Je suis investie par exemple dans l'association des enseignants de la transition, qui regroupe les enseignants du supérieur qui veulent intégrer ces enjeux-là dans leur formation. Et je suis également investie dans
l'association des alumni ESSEC en lien avec la transition. Et donc, j'aurais parfois peut-être quelques exemples de l'ESSEC, même si évidemment plein d'autres écoles, j'en citerai d'autres aussi d'ailleurs, font beaucoup de choses. Je pense que ce qui est hyper intéressant au niveau de la formation, et moi j'aime bien le préciser, c'est aussi pour ça que je suis engagée dans ce domaine, c'est que c'est un vecteur de changement sociétal extrêmement puissant. C'est par la formation en fait qu'on va pouvoir changer des pratiques. Et c'est ce qu'on cherche à faire en fait sur ces enjeux-là. C'est essentiel pour vraiment engager une transition. Et Valentin citait au début de la conférence là, des ordres de grandeur justement très, très importants. Donc on ne connaît pas en fait quel est le problème, quelle est la situation. On ne peut évidemment pas trouver des solutions pour le résoudre. Et donc voilà, que ce soit ces ordres de grandeur ou que ce soit des solutions concrètes comme tous les ateliers que peuvent proposer Planète Tech Care, voilà, il faut déjà s'appuyer sur des vraies connaissances pour pouvoir derrière vraiment engager voilà, une transition dans l'ensemble des métiers, puisqu'en fait le numérique, s'il continue aussi à grossir, c'est qu'en fait il touche tous les secteurs, tous les métiers, et donc c'est de plus en plus important. Et donc en fait, donc, une fois qu'on s'est dit voilà, que c'est hyper important les compétences, en fait, pour moi, il y a un peu deux grandes dimensions sur les enjeux autour de la formation. Il y a d'une part former vraiment les spécialistes sur la question, donc former des ingénieurs, former des développeurs web, former voilà, tous les métiers techniques qui utilisent le numérique, qui ont des spécialités voilà, informatiques ou numériques, pour qu'ils puissent vraiment maîtriser par cœur les enjeux et puis surtout concevoir en fait finalement les solutions. Par exemple, on sait aujourd'hui qu'on est capable de coder des sites internet de manière low-tech. Et donc bah, voilà, ça, il a bien fallu quelqu'un pour l'imaginer et puis évidemment le structurer pour pouvoir l'apprendre à d'autres. Pareil sur tout ce qui est conception plus durable d'outils numériques. On parlait, je crois que Valentin évoquait 11 équipements par ménage. Sur les 11 équipements, je ne suis même pas sûre que tous les équipements soient utilisés régulièrement. Et donc, il y a aussi voilà, tout ce qui est obsolescence programmée. Donc, en tout cas, voilà, il y a des vraies compétences techniques sur ces métiers-là qu'il faut obtenir. Et ensuite, le deuxième niveau, c'est tout à chacun. On est tous utilisateurs en fait, d'outils numériques quotidiennement, que ce soit au niveau personnel, professionnel, et voilà, tout type d'équipement connecté au sens large. Et donc, on est finalement tous concernés par leur utilisation, mais aussi finalement concernés dans nos métiers, parce que, comme je disais, comme le numérique touche différents métiers, même quand on n'a pas une spécialité, une formation qui est vraiment dédiée à ça, on a besoin quand même de connaître les bonnes pratiques, de voilà, connaître les enjeux. Donc la formation, que ce soit au niveau supérieur ou au niveau professionnel, est assez essentielle, soit pour avoir des formations vraiment dédiées, soit pour que ce soit intégré finalement dans toutes les formations, un peu comme voilà, comme aujourd'hui, on va apprendre naturellement à utiliser les outils numériques. C'est la grande transition numérique dont on parlait il y a quelques années, de se dire tout ce qu'on utilise, je sais pas, l'email, la bureautique, bah là, c'est pareil, il faut refaire cette transition, mais en intégrant en fait les enjeux écologiques, en fait, les enjeux, l'impact environnemental et l'impact social aussi de ces outils-là. Voilà un peu ce que je peux dire en introduction au moins sur la formation. Merci beaucoup, Aude, pour ces explications de ces enjeux formation. On le disait en introduction, donc au-delà de cette nécessaire prise de conscience de son impact par le secteur numérique, il y a aussi évidemment la mobilisation des technologies au service de la transition écologique et donc le numérique comme une solution. Donc là, c'est tout l'aspect Green Tech qui se développe beaucoup et qui donc est financé massivement comme une réponse à la transition écologique. Est-ce que là-dessus, Nadia, tu peux nous faire peut-être ton point de vue sur justement ce que c'est que la Green Tech et quels sont les enjeux autour de son financement?
Oui, bonsoir à tous. Je vois qu'il y a des questions qui arrivent aussi auxquelles je répondrai volontiers. Un tout petit mot d'introduction pour me présenter. Je suis Nadja Brezou, je suis partenaire chez Xange en charge particulièrement des activités d'impact investing et avec un grand intérêt et un background dans les sujets nutrition, santé et également climat et empreinte environnementale d'un point de vue de l'ensemble des secteurs. C'est vrai que aujourd'hui, ce qu'on peut partager, ce qui est certain, c'est qu'on a beaucoup parlé des clean tech il y a une dizaine d'années. Dans les années 2010, c'était plutôt le terme consacré. Et dans les clean tech, on parlait de plusieurs sujets, en tout cas plusieurs verticales. Évidemment, les technologies qui adressaient l'industrie, ou en tout cas qui permettaient de réduire l'empreinte environnementale de l'industrie, dans l'agro également, la mobilité, etc. On est passé d'une vision, je dirais, investissement dans les clean tech qui était plutôt autour de boîtes avec des technologies plutôt industrielles en tout cas à vocation industrielle, à une accélération vers des solutions qui s'appuient sur le digital ces 10-15 dernières années. On utilise maintenant effectivement le terme green tech, climate tech, qui sont des mots un peu porte-manteau, fourre-tout le cas échéant. Donc, il faut bien effectivement essayer de distinguer le vrai le grain de livret. La différence entre Green Tech et Green IT, en fait, dans Green Tech, on entend toutes les technologies qui sont au service de la réduction de l'empreinte environnementale d'un domaine d'application. Donc, les Green Tech, ça peut être spécifiquement dans le secteur des déchets, des technologies ou des solutions qui permettent d'améliorer la collecte, le recyclage, etc., qui s'appuient ou non sur le numérique d'ailleurs, on reviendra sur le rôle du numérique. Et la Green IT, effectivement, c'est vraiment l'IT green, soit by design, on en parlait, hein, des consommations, des designs, des sites internet qui soient le moins consommateurs possible, et ou des pratiques, des usages qui permettent de réduire l'empreinte environnementale ou en tout cas de ne pas l'augmenter. Je pense qu'il est très important pour nous, en tout cas en tant qu'investisseurs, de considérer qu'il y a un vrai momentum de marché. Il y a eu, comme je disais, des premières vagues de fonds impact, clean tech, il y a 10-15 ans. Et puis avant ça, il y a eu d'autres initiatives, évidemment, de financement de solutions bas carbone. Depuis 2, 3, 4 ans, ça revient beaucoup. Les Américains ont tendance à avoir parfois des fonds dédiés. Les Européens ont parfois des fonds dédiés, parfois des fonds généralistes qui s'intéressent au financement de ces solutions décarbonées. En tout cas, il y a une prise de conscience, je dirais, des investisseurs qui s'intéressent historiquement à l'impact et à la réduction de l'empreinte environnementale dans l'économie, et à la fois une prise de conscience des investisseurs qui peut-être le regardent de manière un peu plus opportuniste, ou en tout cas c'est clair aujourd'hui parce qu'ils n'étaient pas éclairés précédemment. Et je veux dire, tout le monde est bienvenu pour contribuer à l'effort de canaliser du capital vers les solutions et les technologies bas carbone. On fera un petit panorama tout à l'heure de la manière dont les fonds mesurent ou pas, ou en tout cas les différentes manières d'approcher l'impact dans les fonds d'investissement, en particulier chez les VC. Mais si on veut regarder le sujet de décarbonation de l'économie, c'est vrai que l'enjeu est massif, hein. On est, je pense, autour de la table au courant, et parfois c'est assez impressionnant même d'aller jusqu'au bout du raisonnement et d'essayer de mesurer l'enjeu. Et donc, c'est vrai que c'est parfois un peu perturbant, possiblement décourageant, en tout cas pour certains. Si on essaye de regarder les choses de manière positive, moi, je suis assez convaincue que la décarbonation passe par un mélange de low-tech et de technologie. Sur les low-tech, c'est la question de l'usage et de la responsabilité des citoyens, des salariés et tout le monde. Enfin, je veux dire, quelque part, on doit tous faire un effort. C'est difficile de le mesurer et d'avoir des vrais incentives, mais on voit bien qu'en tout cas, dans la consommation, dans le food, ça a commencé à pas mal prendre, et que le citoyen ou le consommateur, finalement, a un poids non négligeable à jouer pour tirer les dynamiques de marché vers des solutions le plus bas carbone, ou en tout cas pour alerter et tirer la demande, que ce soit la demande qui émane voilà, des consommateurs et puis ou des acheteurs publics, hein, le cas échéant.
Donc ça, j'y crois beaucoup à ce mélange de low-tech et de tech. Il est important aussi de voir que sur le numérique, il y a différents domaines d'application sur lesquels on va retrouver un impact important de nouvelles solutions. Bon, le premier auquel on pense un peu évidemment comme ça, c'est de se dire, voilà, on est tous en visio, on ne s'est pas déplacé, on ne s'est pas déplacé quasiment toute l'année 2020 et pourtant on a réussi à faire du business, on a réussi à rencontrer des gens. Ok, c'est pas la même chose, c'est pas aussi sympathique, c'est pas aussi friendly, mais globalement, le numérique comme enabler de rencontres et de solutions et de faire du business, ça, je pense que la démonstration est assez claire, avec une grosse phase d'accélération dans les usages, les adoptions et les équipements. Ça, c'est assez certain. Ensuite, évidemment, la mobilité, hein, au-delà du fait de ne pas se déplacer pour des raisons professionnelles, et puis de manière générale, le fait d'être de permettre des marketplaces. On a beaucoup parlé dans les années 2000 de Product System Service, et l'idée, c'est de remplacer effectivement la propriété d'un objet par le fait de l'utiliser de manière collective. Et ça commence à bien prendre dans les communautés de quartier, etc., notamment pour des choses dont on n'a pas vraiment besoin d'être en possession ou que ça ne crée pas de gratification personnelle de posséder. Ça, c'est très intéressant aussi. Et puis, je pense aussi à toutes les marketplaces de vente seconde main, notamment dans l'industrie du textile, hein, qui est une très forte consommatrice, en tout cas qui a de forte empreinte environnementale au-delà du carbone, hein, en termes de ressources, de matières, des bilans hauts qui sont quand même assez néfastes. Et puis, que ce soit au niveau de la production du coton et ou de la teinture et ou derrière de la chaîne de valeur, parce que vous savez qu'un textile passe par une dizaine de pays avant d'être distribué dans son marché final. Donc ça, c'est des exemples qui sont très intéressants. Il ne faut pas négliger non plus, et ça, je le mets sur la table comme ça, le potentiel effet rebond que peuvent avoir certaines solutions ou certaines propositions de valeur, parce qu'on va se dire, au final, c'est moins. Voilà, on n'a pas tous encore des outils, on n'est pas encore tous équipés d'outils d'ACV, d'analyse de cycle de vie ou de comparaison en live entre eux. Et si je m'achète un t-shirt neuf et ou si je m'en achète 3 en seconde main, quel va être l'impact net, quoi. Donc là, je tire le trait un peu fort, mais de manière générale, je pense qu'il ne faut pas négliger l'effet rebond. De la même manière, sur le numérique, voilà, on se rappelle tous, enfin peut-être pas tous autour de la table, mais on se rappelle quand même d'une époque où quand on envoyait un SMS, ça nous coûtait quelques centimes, on n'en envoyait pas beaucoup. Alors c'est super, maintenant on s'envoie beaucoup de choses, mais finalement tout ça c'est quand même de la vente passante. Les photos c'est pareil, ça représente, voilà, on a lu, et ça je laisserai plutôt la parole à Valentin qui est plus expert que moi là-dessus, et aux personnes autour de la table, dans la table ronde, pour comparer l'impact des différents segments dans le numérique. C'est vrai qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, le mail, le stockage et les photos, pas ce qui consomme le plus. Ce qui consomme le plus, c'est effectivement les terminaux, en particulier les écrans, les téléviseurs, etc. Néanmoins, est-ce qu'on a vraiment fondamentalement besoin d'avoir toute cette volumétrie de données, en particulier personnelles et parfois un peu du numérique trash, quoi, qui est stocké à droite à gauche et qui n'est pas nettoyé. Voilà, ça, je pense que ça fait partie des usages et je pense que les jeunes générations vont être de plus en plus impliquées dans une consommation numérique responsable de ce point de vue-là, enfin j'espère. Et comme pour les autres domaines, je pense que voilà, on doit montrer l'exemple aussi de ne pas faire d'effets rebonds ou de dérives dès aujourd'hui, voilà, et d'adopter les bonnes pratiques dès que possible. Ensuite, rapidement, si j'évoque d'autres exemples, je pense que le secteur de l'agri amont a été aussi, est en train de vivre une révolution avec le digital et le numérique, notamment l'agriculture de précision qui permet d'utiliser moins de pesticides et ou les micro-irrigations. Donc ça, c'est extrêmement important. Et puis, il y a aussi d'autres domaines dans le bâtiment, la mesure de la data, l'efficacité énergétique, les effacements. Ça, c'est encouragé ou c'est possible, c'est rendu possible grâce à des technologies numériques. Donc voilà, on peut mettre complètement ça en avant. Et puis ensuite, il y a aussi des données, voilà, tout ce qui est autour de données satellitaires qui va permettre et qui est en train de permettre l'émergence de technologies autour de la géo-ingénierie climatique. Et ça, évidemment, voilà, là, on est sur des gros capex hein, quand même.
mais on est sur l'innovation qui va permettre de jouer sa part dans la réduction de l'empreinte environnementale. L'efficacité environnementale ou l'efficacité carbone est importante et en particulier, aujourd'hui, on voit tout ce qui est la partie séquestration au niveau forêt, par exemple, et aujourd'hui aussi rendu possible grâce aux technologies satellitaires et aux mesures numériques au sens large. Voilà, donc on peut être plein d'espoir. Pour autant, voilà, j'encourage aussi grandement à ne pas être naïvement optimiste et à faire sa part de boulot en tant que consommateur, citoyen et utilisateur professionnel ou personnel de solutions numériques. Merci beaucoup, Nadia. Là, tu mets le doigt sur justement un peu le cœur du débat, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'être pour ou contre le numérique, mais qu'il faut savoir l'utiliser à bon escient. Et à bon escient, c'est justement utiliser, mobiliser ces technologies là où elles ont de l'impact. Et donc, c'est ça notamment, donc, comme tu l'évoquais, le secteur de la Green Tech. Alors, on a avec nous justement une start-up labellisée Green Tech. Et donc, justement, Valentin, là-dessus, pour rebondir sur ce que disait Nadia, des exemples de comment le numérique, concrètement, ça peut faire avancer l'urgence écologique. Oui, alors là, je vais du coup parler un petit peu de ce qu'on fait nous chez Zei et du pourquoi en fait on a décidé de concevoir une solution digitale pour accompagner des entreprises face à ces enjeux-là. En fait, on a fait nous plusieurs constats. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui souhaitent passer à l'action. Le problème, c'est qu'elles ne savent pas forcément par où commencer et sur quels enjeux elles doivent progresser par rapport à leur activité. Je rappelle juste là-dessus qu'aujourd'hui en France, par exemple, 99% des entreprises sont des TPE-PME avec des personnes qui n'ont pas forcément été formées à ce sujet, qui n'ont pas forcément de compétences. Donc, c'est important aussi de les aider à comprendre quels sont leurs enjeux, peu importe qui ils sont et leur activité. Le deuxième constat qu'on a fait, c'est que aujourd'hui, en fait, quand on souhaite passer à l'action, on ne sait pas non plus forcément quelles sont toutes les solutions existantes sur le marché qu'on peut éventuellement adopter pour progresser. Et quand on fait des choses, on ne sait pas non plus comment valoriser ces engagements-là auprès de ses clients, de ses prospects ou d'autres parties prenantes pour en faire justement un vrai élément de différenciation. Donc nous, en prenant tous ces éléments-là, on a pensé Zei un peu comme une boîte à outils dans laquelle on va pouvoir activer différents modules selon ses besoins et son niveau de maturité pour s'engager dans une démarche de progrès et puis aussi valoriser ce qu'on fait auprès justement de ces différentes parties prenantes. Donc dans Zei, on a par exemple un premier module qui s'appelle Mesurer qui permet de faire un diagnostic sur 3 grandes thématiques. Alors, on va au-delà de l'environnement puisqu'on couvre aussi la partie sociale et gouvernance avec des indicateurs qui vont être spécifiques à l'entreprise et à son secteur d'activité. Donc ça va déjà lui permettre de se situer, de voir ce qu'elle fait de bien, ce qu'elle ne fait pas encore et les axes d'amélioration. Ensuite, on a un module qui s'appelle Piloter qui lui va permettre de créer en fait ses propres plans d'action avec ses propres indicateurs de suivi. Donc par exemple, quand on est une entreprise un peu plus mature déjà sur ces sujets, qu'on a défini une feuille de route, c'est important de piloter cette démarche et notamment de travailler en mode collaboratif avec plusieurs personnes dans l'entreprise pour aller le plus loin possible. Donc, c'est ce que va permettre en fait cette fonctionnalité-là. On va trouver aussi un catalogue de solutions qui référence aujourd'hui plus de 600 solutions sur différents sujets, que ce soit la biodiversité, les déchets, l'énergie, l'impact carbone. L'objectif derrière ça, c'est de valoriser au mieux ces solutions pour qu'elles soient facilement identifiées par nos utilisateurs et qu'elles soient du coup adoptées. On a également des outils qui vont permettre de mobiliser ses salariés, par exemple en les impliquant un peu plus dans sa démarche, en les faisant participer à des campagnes de sensibilisation, par exemple par email, justement. Donc, on va s'appuyer aussi sur le numérique pour sensibiliser les salariés et du coup faire en sorte qu'ils s'impliquent aux côtés de l'entreprise. On a également des fonctionnalités de communication qui vont permettre en fait de partager nos résultats en externe. Et là, c'est un point qui est, je pense, très important et qui fait le lien aussi avec ce que disait Nadja. Il y a effectivement un élément qui est essentiel, c'est aujourd'hui faire en sorte que les consommateurs et les acheteurs professionnels transforment
ou changent leur décision d'achat pour s'orienter vers les entreprises qui sont les plus engagées. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément accès en fait à cette information. Si on est un consommateur et qu'on va au supermarché, qu'on passe dans le rayon, dans n'importe quel rayon, c'est très difficile de savoir par rapport à toutes les marques qui nous sont proposées, laquelle est la plus engagée sur ces sujets-là et a le moins d'impact. Donc nous, c'est ce qu'on essaie de faire justement au travers d'Oseille. Et on a aussi, pour là, je dirais des entreprises encore un peu plus avancées, des fonctionnalités qui vont permettre, par exemple, d'inviter d'autres entreprises à rejoindre notre plateforme pour suivre leur progression. Et là, vous voyez, nous, on travaille par exemple avec des entreprises comme Enedis qui vont utiliser ces modules-là pour suivre leurs fournisseurs sur les sujets environnementaux. On va travailler avec des fédérations d'entreprises qui vont inviter leurs membres pour les aider à progresser. On va travailler beaucoup avec le secteur de la finance, avec des sociétés de gestion qui utilisent Zei pour le suivi de leur participation sur les sujets ESG. Et là, c'est à la fois lié à, je dirais, la conscience sur les sujets qui augmente, mais aussi l'aspect réglementaire qui accélère en ce moment et qui impose du coup à beaucoup d'acteurs de faire des choses. Donc nous, on va intervenir en fait sur tous ces aspects. Et après, je dirais qu'il y a aussi d'autres outils numériques qui peuvent vraiment être intéressants pour accompagner les entreprises. Je pense par exemple à des outils qui permettent de faire des bilans carbone, qui permettent de faire des analyses de cycle de vie, de suivre ses consommations d'énergie. En fait, c'est quasiment impossible aujourd'hui de faire cette mesure sans passer par le numérique. Merci beaucoup, Valentin. Alors, tu mentionnais tout à l'heure le fait que vous travaillez avec des fonds justement pour suivre un peu l'évolution de leur portefeuille. Là-dessus, Nadia, toi, justement, ça pourrait être intéressant d'avoir ton éclairage sur comment cette problématique-là, elle est prise en compte par les fonds d'investissement. Oui, absolument. Alors effectivement, il faut voir un fonds d'investissement en fait comme entre guillemets une fusée à plusieurs étages, hein, parce que en premier lieu, il y a une entreprise, la société de gestion, qui elle-même a des enjeux en tant qu'entreprise de service et qui va avoir des employés avec leur mobilité, qui va avoir un parc, un équipement informatique, qui va avoir des prestataires, des fournisseurs, etc. Et donc, effectivement, elle, comme n'importe quelle entreprise, la société de gestion peut être amenée à s'engager dans une démarche bas carbone, ou en tout cas commencer par, parce que c'est quand même le point de départ, hein, comme l'a dit Aude tout à l'heure, pour pouvoir agir, il faut quand même connaître. On n'est pas obligé d'attendre d'avoir à la virgule près son empreinte carbone pour pouvoir prendre des mesures de réduction. Pour autant, effectivement, c'est quand même intéressant quand même de commencer par là et de s'éduquer et de mesurer. Donc, aujourd'hui, les sociétés de gestion, de plus en plus, on passe par l'étape de réaliser un bilan carbone, qui est je dirais l'étape numéro 1. Il se trouve que les fonds d'investissement sont, au-delà d'être une entreprise, une société qui apporte du capital à d'autres entreprises. Donc, au sein de leur bilan carbone, dans le périmètre 3, le scope 3, on va trouver le portefeuille des sociétés du fonds d'investissement. Et c'est là que le fonds, en fonction de sa position et de sa thèse, etc., peut encourager ou influer dans, je dirais, l'accompagnement de ses participations vers des solutions bas carbone et en premier lieu, commencer aussi par réaliser son bilan carbone. Aujourd'hui, les PME, les sociétés de gestion et les PME ne sont pas, je dirais, réglementairement contraintes de réaliser ces bilans carbone. Néanmoins, ça devient pratique de marché parce que les investisseurs et les employés sont de plus en plus éduqués et exigent, ou en tout cas ont envie d'être portés par une entreprise qui s'inscrit là-dedans. Certaines, comme le fait Xange, s'inscrivent dans une démarche un peu plus poussée et vont jusqu'à décrocher l'obtention Bicorp. Alors, Xange, on ne l'a pas encore, mais on est en bonne voie pour l'obtenir. On y travaille activement. Et donc ça concerne la société. Ensuite, dans la thèse d'investissement, il y a des fonds qui vont avoir une thèse d'investissement dédiée à l'impact. Et dans l'impact, il n'y a pas que l'aspect environnemental, mais si on s'intéresse à l'aspect environnemental spécifiquement ou l'aspect carbone, effectivement, dans les thèses d'investissement, il peut y avoir un angle spécifique. Xange en particulier, qui est un acteur venture capital historique en France est très présent dans le digital, dans les verticales adressées de manière un peu transverse, que ce soit sur les marques, que ce soit sur la santé ou que ce soit sur les usages, la mobilité, l'économie circulaire. Un certain nombre de deal flow et d'entreprises en portefeuille qui ont des solutions qui visent à réduire l'empreinte carbone dans leur domaine d'application ou leur chaîne de valeur.
Ça, c'est au niveau de la thèse d'investissement. Et puis après, sur le spectre, si on regarde, je dirais à l'extrême, il y a des fonds dédiés à l'impact qui, eux, ont une thèse non pas transverse de se dire on va s'intéresser à l'économie circulaire comme d'autres sujets, on va flécher spécifiquement nos investissements vers des sujets bas carbone. Donc ça, c'est des fonds, comme on dit en anglais, qui sont thesis-driven, donc qui ont une thèse d'investissement forte et qui, pour le coup, peuvent, le cas échéant aussi, se targuer d'être dans une logique très forte de mesure de leur impact et qui vont, pour certains très engagés, n'investir que dans des sociétés qui ont un impact positif sur l'environnement ou sur la société et s'engager dans une démarche de mesure de l'impact, justement, du portefeuille, des sociétés du portefeuille, etc., avec des solutions dont on parlait tout à l'heure avec Valentin, des solutions numériques qui permettent de collecter, de monitorer, de suivre les indicateurs d'impact, et puis, le cas échéant, pour certaines, ou en tout cas pour les fonds, je dirais les plus puristes de l'impact, l'ensemble de la performance du fonds est mesuré à la fois sur la performance financière et sur la performance d'impact. Voilà. Donc, on trouve aujourd'hui, je dirais, des fonds généralistes qui s'éduquent et qui s'éveillent de plus en plus, qui s'intéressent à la climate tech, à la green tech, et puis on trouve des fonds spécialistes et certains vont même jusqu'à avoir une thèse impact dédiée avec une mesure de leur impact très fine. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un mouvement, en tout cas, qui est grandissant. Je pense que pour les jeunes générations, c'est extrêmement important, et en particulier les jeunes diplômés d'aujourd'hui. Je pense que, voilà, moi j'étais diplômée en 2004, on n'était pas tous très branchés environnement, on était peu dans ma promo. Aujourd'hui, les jeunes diplômés qui sortent et qui veulent travailler sur les enjeux de responsabilité, ou de climate tech ou de green tech au sens large, je ne sais pas, je pense qu'on fait un sondage, à peu près 70% des répondants vont cocher la case oui, de manière plus ou moins forte. Mais c'est hyper important, c'est-à-dire que même les fonds, en tant que marque employeur, on attire quand même des talents aussi dans les fonds d'investissement. On a besoin aussi de porter ces messages et de pouvoir être attractif pour les investisseurs des générations futures, en particulier dans l'innovation. Merci beaucoup, Nadia. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'on voit que à la fois ce que tu disais là et ce que Valentin nous disait juste avant, qu'il y a une vraie évolution et une progression de ces enjeux au sein des entreprises et donc des fonds et des entreprises. Là-dessus, ça pourrait être intéressant d'avoir l'éclairage de Virginie sur justement la maturité un peu du secteur. Comment est-ce que toi, au sein de Planète Tech Care, tu peux déjà avoir un regard sur comment les entreprises prennent en compte cette problématique et comment elles évoluent sur la question. Oui, tout à fait, effectivement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque fois qu'une entreprise nous rejoint, en fait, on lui envoie un petit questionnaire justement pour un petit peu mieux connaître en fait la façon dont le sujet est traité au sein de son organisation et finalement pouvoir évaluer son degré de maturité. Donc, cette enquête, elle a été envoyée aux 530 signataires puisqu'on l'envoie à chaque fois qu'une entreprise nous rejoint. Et on a à peu près un taux de réponse d'un peu plus de 70%. Donc, je pense que ça donne quand même une bonne image, en fait, une bonne photo, finalement, de notre communauté. Alors, déjà, une première chose, et qui est quand même très encourageante et nous permet d'être optimistes, c'est qu'on note que pour 90%, en fait, de nos signataires, la question du numérique et environnement est portée par la direction ou par le conseil d'administration. Donc, ça, c'est vraiment, j'ai envie de dire, quelque chose de très positif, puisqu'on sait l'importance, en fait, que cette question soit portée par la direction pour pouvoir ensuite être vraiment déployé au sein de la stratégie de l'entreprise et infusé auprès de l'ensemble des équipes. Donc là-dessus, en fait, pour nous, c'est un indicateur très, très positif. Sinon, la question de la mesure également a été évoquée par Valentin et par Nadia. Et c'est vrai qu'en fait, on voit, nous, au sein de notre communauté, on a 45% des signataires qui ont pu réaliser, mesurer leur empreinte carbone. Donc, ce qui veut dire qu'on en a plus de la moitié qui n'ont pas encore pu mesurer cette empreinte. Et alors, ça peut être pour diverses raisons qui ont déjà été évoquées. La difficulté parce qu'il n'y a pas aujourd'hui de méthode vraiment standardisée, le coût, l'accès aux données qui n'est pas toujours simple. Et ce qui explique qu'en fait, on a pour plus des 3/4 de nos signataires aujourd'hui, une des raisons principales pour lesquelles ils rejoignent notre initiative, c'est justement de mieux connaître les outils, de mieux connaître ces solutions de mesure en fait, pour pouvoir finalement
réaliser cette empreinte. Voilà. Et en parallèle, effectivement, on voit quand même que le sujet les intéresse et qu'ils ne s'arrêtent pas au fait de ne pas avoir pu mesurer leur empreinte, puisqu'environ 40% de nos signataires suivent quand même des indicateurs relatifs à cette démarche de numérique responsable et essaye également de mettre en place des bonnes pratiques, alors effectivement qui ne vont pas forcément se baser sur une mesure, mais qui vont quand même permettre, et ça c'est quelque chose d'extrêmement important et que nous on encourage beaucoup, de sensibiliser l'ensemble des équipes et finalement que chacun au sein de l'entreprise prenne conscience qu'il peut être un acteur, qu'il a un rôle à jouer et des enjeux finalement autour de l'impact environnemental du numérique. Sinon, d'autres petits chiffres aussi qui peuvent être intéressants. On a aujourd'hui à peu près 57% en fait, de nos signataires qui ne sont pas labellisés ni certifiés, mais c'est un projet, alors soit c'est vraiment au tout début du projet, soit ils sont déjà en cours pour environ un signataire sur 4. Et enfin, en fait, une autre indication qui est intéressante aussi, je trouve, c'est qu'en fait, on a plus de la moitié de nos signataires qui ont nommé un responsable du numérique et environnement dans leur entreprise. Donc ça aussi, c'est un signe fort, en fait, de la volonté des entreprises de s'emparer du sujet et d'agir. Alors c'est vrai pour plusieurs des raisons qui ont été mentionnées auparavant, hein, que ce soit comment dire, un atout business. Effectivement, c'est de plus en plus présent dans beaucoup d'appels d'offres. C'est aussi un atout recrutement, par exemple, on sait que beaucoup de jeunes aujourd'hui souhaitent rejoindre des entreprises qui portent des valeurs. Et donc, en fait, et on voit que ces responsables numériques et environnement, ils sont nommés dans différents départements, en fait. Ça peut être pour, par exemple, un tiers au sein de la RSE, mais également pour un quart au sein de la DSI. Donc, voilà, c'est encore quelque chose qui est assez varié, j'ai envie de dire, mais ce que nous, on retient, c'est que la thématique numérique et environnement devient vraiment un axe à part entière de la stratégie en fait, des entreprises au sein de notre communauté. Merci Virginie. Alors là, on a parlé de ce double aspect numérique, son empreinte et au service de la transition écologique avec là un focus sur les entreprises, mais évidemment le débat, il est le même sur les questions de formation. Donc là, Aude, est-ce que toi, tu as un éclairage sur à la fois comment il peut être un outil pour les formations à la transition écologique et comment à la fois il y a une nécessité d'évoluer sur les compétences sur ce domaine-là. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, le numérique, c'est Nadja qui disait qu'elle nous permettait, par exemple, d'être tous à distance et de pouvoir échanger. Ça a évidemment aussi permis, en termes de formation, de former, de continuer à former pendant le confinement et tous les enjeux sanitaires qu'on connaît. Et puis, ça permet donc évidemment de former le numérique à un grand nombre de personnes aujourd'hui sur les enjeux de la formation écologique et sociale au sens très large, avec le déploiement des MOOC qui sont assez nombreux sur la question et qui permettent soit de toucher des gens d'ailleurs, même hors de France, tous les pays francophones ou anglophones, selon la langue évidemment du MOOC, mais voilà, ça permet finalement de toucher beaucoup de personnes qui n'auraient soit pas le temps de faire une formation, soit trop loin ou autre. Enfin voilà, pour plein de raisons, il y a de nombreuses formations qui peuvent s'appuyer sur ça. Il y a par exemple un MOOC qui est sorti il y a quelques mois maintenant du C3D, donc du Collège des directeurs du développement durable, avec le soutien de Pour un réveil écologique, qui est un collectif d'étudiants qui s'engage sur la transition écologique. Et ce MOOC, non seulement est disponible en libre accès, pour toute personne intéressée par se former sur ces questions, mais il sert aussi en fait à former un certain nombre d'étudiants dans des cursus. Par exemple, le pôle Léonard de Vinci, qui est à la Défense à Paris, qui est composé de 3 écoles, ingénieurs, commerce et multimédia, a intégré en fait ce MOOC dans l'ensemble des cursus, et ça facilite l'intégration de ce type d'enjeux, puisque finalement il y a déjà un outil clé en main qui a été conçu par de nombreux experts, et donc
ça contribue vraiment à accélérer la formation dans un certain nombre d'écoles et de formations. J'ai un autre exemple aussi qui est le SULI Test, qui veut dire Sustainability Literacy Test, qui est un test international soutenu par l'ONU sur le développement durable. Il y a plus de 200 000 tests qui ont été passés dans le monde, parce que je ne sais même plus en combien de langues il est disponible. Et donc voilà, c'est vraiment, le test est donc un test en ligne. Et donc le numérique permet justement aussi de diffuser un certain nombre de connaissances et de compétences sur ces enjeux de transition. Donc ça, c'est ce qu'on peut entendre un peu comme le IT for Green, enfin voilà, comment le numérique peut aider à la transition. Et puis après, évidemment, de l'autre côté, entre guillemets, les écoles se challengent beaucoup pour intégrer ces enjeux-là. Elles ont aussi besoin d'attirer des talents et les étudiants sont de plus en plus mobilisés, en fait, évidemment, sur ces questions. Ça a d'ailleurs vraiment permis d'accélérer un certain nombre d'actions au sein des écoles. Il y a également un projet numérique responsable qui a été soutenu par Campus Responsable, qui est un réseau d'établissements en France qui s'engage sur les notions de développement durable, qui ont été accompagnés par certains experts pour se dire justement comment on fait pour décliner le numérique responsable à tous les niveaux de la formation, avec une dimension parfois obligatoire pour certains étudiants, avec aussi des ateliers basés sur le volontariat. L'idée, c'est de pouvoir avoir une offre la plus diverse possible. Par exemple, l'ESSEC a fait appel à des ateliers écologiques. Je ne sais pas si tout le monde connaît, qui est partenaire aussi de Planète Tech Care de mémoire, qui propose comme ça des ateliers clés en main pour sensibiliser les étudiants. Donc ça a été inclus là cette année dans un séminaire plus global qui s'appelle le séminaire Comprendre et changer le monde. Et donc finalement ça permet comme ça à des écoles via des partenariats aussi de sensibiliser tous leurs étudiants. Alors l'ESSEC en l'occurrence c'est une école de commerce, donc il n'y a pas de spécialistes nécessairement vraiment tech, mais comme je disais, il faut que tout le monde ait un peu les bases. En dehors de l'écologie, il y a aussi la fresque du numérique, que moi j'ai faite aussi, qui m'avait beaucoup appris à l'époque, pour comprendre les enjeux. Et je trouve que c'est important aussi dans les enjeux de formation de se dire il y a vraiment des outils pédagogiques qui ont été développés pour comprendre en fait tous ces enjeux-là, et donc pour faciliter beaucoup les choses. Et évidemment, je ne vais pas en parler, mais donc les ateliers de Planète Tech Care aussi. Il y a un certain nombre d'outils quasi clés en main en fait que maintenant les écoles, les organismes de formation peuvent utiliser pour former leurs étudiants sur ces questions-là, quoi. Et après, il y a des formations qui se créent aussi avec ces spécialités en fait plus spécifiques. Par exemple, Epitech, qui est donc une école assez reconnue dans l'informatique, qui a maintenant un master spécialisé dans les green tech. Il y a évidemment des écoles commerce plus spécialisées développement durable, comme le SG Green ou le SI, qui ont une spécialité green tech, ou qui ont vraiment instauré des séminaires dédiés sur le numérique responsable. Mais en tout cas, il y a aussi vraiment des écoles d'ingénieurs. Je crois que c'est INCREA Méditerranée aussi, qui est une école d'ingénieurs post-bac, qui a un bachelor dédié vraiment sur les green tech et qui intègre le green IT. Donc, c'est à la fois intégré dans les écoles avec des ateliers qui peuvent s'adresser à tous, comme écologie, comme fresque du numérique, qui vont finalement essayer de cibler tout le monde. Et à la fois, il y a quand même depuis quelques années une augmentation en fait des spécialités vraiment dédiées sur ces questions. Et ce qui est intéressant, parce que donc je reparlais tout à l'heure là des compétences. Donc ça permet vraiment de se dire si on veut concevoir typiquement en termes d'équipement téléphone durable, équitable, qui prend aussi d'ailleurs en compte les enjeux sociaux. Il y a par exemple le Fairphone. Le Fairphone, il a bien fallu qu'il y ait toute une équipe d'ingénieurs qui le développent. Et ça s'est d'ailleurs pas fait en une fois, parce que
voilà, il y a eu quand même beaucoup de recherche et développement pour arriver à avoir les mêmes performances qu'un téléphone, on va dire d'une autre marque, mais tout en étant éthique, on va dire, et responsable sur toute la chaîne de valeur. Donc, il y a des vraies compétences derrière. Et ce que je voulais dire pour finir, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'en fait, dans les écoles, les équipes aussi se questionnent. Donc, les équipes de DSI, par exemple, intègrent, changent ces parcours finalement. Quand on cherche à impacter une école, ils le font peut-être au début pour les étudiants, parce qu'il y a une volonté, une pression des jeunes aussi d'évoluer. Mais finalement, en fait, les personnes qui vont mettre en place ces ateliers, qui vont former les jeunes, ça va questionner leurs propres pratiques. Et donc, ça, on voit aussi évoluer les pratiques des DSI, enfin, voilà, et de tous ceux qui, dans les établissements d'enseignement supérieur, finalement, s'occupent de ces questions-là. Donc, voilà, c'est un cercle vertueux, je dirais. Merci beaucoup, Aude. Et merci à tous les quatre pour vos éclairages sur ces thématiques-là. Mais peut-être pour finir, avant de passer aux questions-réponses des participants, même s'il y a certains points qui ont été développés sur le chat, si certains d'entre vous veulent rebondir, tu parlais de cercle vertueux. Aude, l'idée, c'est qu'aussi un numérique responsable, donc c'est un numérique qui est respectueux de l'environnement. C'est aussi un numérique qui est inclusif et qui a en son sein qui accueille tous les talents. Et donc, en particulier, puisque c'est ce qui nous occupe dans le programme Femmes du numérique chez Numéum et puis évidemment également aussi Social Builder, est-ce que vous avez un regard sur cette question de la mixité et de cette globalité des enjeux responsables en général? Alors, je ne sais pas si l'un d'entre vous ou plusieurs veulent lever la main pour rebondir. Moi, je peux faire simplement un petit témoignage, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, le monde du numérique et le monde de la tech est quand même assez masculin. Le monde de l'investissement est également assez masculin. Il se trouve que ces deux secteurs qui se rejoignent, je trouve quand même, depuis quelques années, enfin, on va dire peut-être même depuis très récemment, 12-18 mois, peut-être un peu plus, sur une volonté accélérée de développer les talents féminins, que ce soit dans les équipes d'investissement, d'innovation ou d'encourager les projets, l'entrepreneuriat féminin. Il y a un collectif que vous connaissez peut-être qui s'appelle Sista, qui a un rôle important dans l'animation de la communauté ou en tout cas l'encouragement des jeunes générations féminines à prendre le chemin de l'entrepreneuriat. On est partenaire avec Xange et on souhaite soutenir au maximum. C'est vrai qu'on peut faire le témoignage aussi des souscripteurs des fonds d'investissement qui régulièrement interrogent les investisseurs sur le portefeuille et s'interrogent de plus en plus sur la diversité, que ce soit la diversité, on va dire gender, mais aussi la diversité des profils, des histoires, des cultures, des formations, des entrepreneurs, des boîtes du portefeuille en innovation. Et je pense que c'est un enjeu important des jeunes générations et d'un pays en particulier comme la France, où on a beaucoup de talent et beaucoup de diversité, de pouvoir faire émerger de l'entrepreneuriat qui soit représentatif de tout ce qu'on peut apporter dans notre société, et en particulier sur l'entrepreneuriat féminin. Donc voilà, les acteurs investisseurs dans l'innovation, ils travaillent, ce n'est pas une évidence. Il y a finalement peu de projets. Si on regarde le nombre de projets qu'on regarde par semaine, il y a très très peu de projets encore qui sont portés par les femmes. Parfois, de manière un peu caricaturale, les projets portés par les femmes sont tournés vers des sujets, entre guillemets, historiquement féminins, la maternité, la femtech, etc. Mais voilà, je pense qu'il est important d'encourager, c'est très bien que vous le fassiez, d'encourager les femmes à se tourner vers des sujets, je dirais, plus tech, plus IT, l'intelligence artificielle également, et des sujets sur lesquels il n'y a aucune raison que les femmes ne soient pas représentées. On est un peu dépendant de la représentation des femmes dans les écoles d'ingénieurs en réalité. Alors, c'est peut-être une transition pour Aude sur ce volet-là, si ça t'appelle des réflexions. Oui, tout à fait. Alors, c'est un vrai enjeu. La difficulté, c'est que on remonte de plus en plus loin à chaque fois chronologiquement parce que il y a effectivement un vrai enjeu à avoir plus de femmes
en école d'ingénieur, en école en tout cas tech au sens large, numérique et autres, on se rend compte en fait qu'il y a beaucoup de freins et de stéréotypes sur ça, parce que finalement il y a beaucoup de lycéennes qui sont intéressées par ces questions-là, mais qui ne se sentent pas capables en fait de réussir dans ce type d'études. Donc il y a des freins en fait voilà, qui sont, je pense, aussi sociétaux, en fait, et qui se jouent encore plus tôt, qui se jouent aussi, évidemment, il y a beaucoup de rôles des parents, et puis des rôles d'exemple aussi. Et donc, il faut arriver, je pense, à valoriser les femmes, justement, qui le font, parce que ça incitera peut-être davantage encore de lycéennes à se dire, bah, c'est possible, et donc je le fais, je le tente, entre guillemets. Il y a des recherches qui sont faites un peu sur la question par l'IMTBS, qui est donc la business school de l'Institut Mintelecom, qui donc historiquement, l'Institut Mintelecom, il n'y a donc que des écoles d'ingénieurs, sauf là, il y a une business school un peu au milieu de tout ça, qui finalement, alors qui reste quand même sur du business hein, dans les faits, mais qui a une chaire de recherche en fait qui s'appelle, je crois, Gender at IMT, et qui justement fait beaucoup de recherches et d'enseignement depuis quelques années sur ces enjeux-là. Donc ça évolue, mais pas assez vite en tout cas, de mon point de vue biaisé de femmes. Mais il y a un certain nombre d'initiatives en tout cas qui existent déjà pour voilà, qu'il faudrait donc, je pense, continuer à soutenir, qui existe, je veux dire, vraiment au niveau de l'orientation en lycée, même si finalement, avec les choix maintenant du bac, il faudrait probablement faire ce type d'initiative encore plus tôt, au moment où ils choisissent leur spécialité, euh, parce que voilà, sinon, c'est déjà en partie biaisé, quoi. Peut-être là-dessus, alors je vois dans le chat pour avancer peut-être déjà un tout petit peu sur les questions-réponses, sur une remarque qui dit que la transition environnementale, c'est un très bon levier pour attirer des femmes dans les secteurs de la tech. Peut-être Valentin, toi, en tant que justement qui est dans une start-up sur le sujet, est-ce que ça t'inspire des réflexions ? Oui, oui, bah alors, je ne suis pas un spécialiste du sujet. Et, nous, en tant que start-up dans le secteur du digital, on a une chance, c'est qu'en fait, on traite un sujet qui intéresse les femmes. Et bah, aujourd'hui, chez Zeil, on est pas loin d'une vingtaine de salariés et on a quasiment, enfin, trois quarts des salariés qui sont des femmes. On a d'ailleurs essayé de. Alors, nous, on a plus de mal finalement à attirer les hommes. Malheureusement, ce n'est pas encore un sujet le sujet de la transition qui, je dirais, les intéresse professionnellement ou en tout cas pas un grand nombre de personnes, mais en tout cas, ça évolue et c'est quelque chose de positif. Mais sinon, on a aussi fait attention sur nos postes en interne. À faire en sorte qu'on ait de la mixité sur toutes les fonctions et notamment les fonctions liées au numérique. Je pense l'équipe développement. Très souvent, c'est des équipes qui sont masculines en grande majorité. Et nous, on a fait l'effort de recruter justement des développeuses, donc femmes. Et en fait, ça apporte vraiment un plus dans la vision, dans la manière de développer les projets, dans, je dirais, le souci du détail. Et je pense que ça nous fait avancer plus que si on n'avait que des équipes masculines là-dessus. Merci pour ces mots d'encouragement et voilà, et qui montrent bien tous les intérêts de la diversité dans les métiers. Peut-être le mot de la fin pour toi, Virginie, sur justement les liens entre le numérique responsable en général, et donc l'environnement, la mixité. Oui, tout à fait. Alors, ce sera très court, parce que finalement, je ne peux que être d'accord avec tout ce qui a été dit auparavant. Et effectivement, moi, ce qui fait écho, c'est que finalement, là, on a beaucoup parlé alors moi, de Planet Take de tout ce qui était Green IT, IT for Green, mais c'est vrai que, et notamment chez Numéum et dans beaucoup d'organisations, cette dimension environnementale, elle est à replacer dans un cadre plus large, effectivement, de numérique responsable et qui va effectivement traiter aussi les questions d'empreinte sociale, sociétale. Et il me semble que
on ne peut pas parler, finalement, tout ça, c'est une question de cohérence en fait dans la démarche et qu'on ne peut pas parler de numérique green sans penser inclusion, accessibilité, mixité. Et ça a été mis dans le chat, je crois que c'est quelque chose qui est aussi très intéressant, c'est que finalement, tout ça est un tout, une cohérence et donne du sens en fait à toute cette démarche. Voilà, donc… Merci beaucoup. Enfin, vraiment, voilà, on est avec une note d'optimisme et c'est un peu ce qu'on cherche aussi, nous, Numéum, Social Builder, de montrer qu'en fait, tous ces sujets-là, en fait, on a beaucoup à gagner à inclure tous les talents dans la tech. Donc, merci encore à tous les quatre pour vos témoignages très riches sur le sujet. Alors, je vais peut-être repasser la main à Giovanna là-dessus pour voir sur… alors, on a un petit peu débordé, mais c'est la rançon du succès. Donc, pour voir si les questions dans le chat ont eu des réponses. Voilà, je te laisse la main. Un certain nombre ont eu des réponses, il y en a un certain nombre aussi qui ont été reposées, donc notamment la question des certifications et labels existants pour valider la démarche numérique responsable des entreprises. Donc, j'ai eu un petit commentaire d'une des participantes qui soulignait l'INR. Je ne sais pas si vous connaissez, je partage du coup l'Institut national du numérique responsable. Voilà, numérique responsable, voilà, j'y arrive. Mais si vous avez peut-être d'autres labels et certifications que vous connaissez, peut-être, j'imagine Planète Tecker, ce serait le premier, Virginie. Oui, alors en fait, je me rends compte que j'ai mal répondu dans le chat. En fait, j'ai dû répondre qu'à la personne qui avait posé la question. Désolée pour l'erreur de manip. Je vais repartager effectivement un document en fait que l'un de nos partenaires, l'AGIT, l'Alliance Green IT, avait publié en 2021 et qui est effectivement un guide des labels RSE et numérique responsable et qui détaille en fait les différents labels qui existent et effectivement notamment aussi celui de l'INR, en fait le label numérique responsable. Je vais vous remettre en fait le lien vers ce document qui est très bien fait. Alors, je précise aussi pour tous les participants que tous les documents et tous les liens qui ont été mentionnés aujourd'hui vont vous être repartagés par mail avec notamment le replay de cette conférence. Donc, ce sera possible de retrouver toutes ces informations. Donc, ne soyez pas frénétiquement en train de tout noter. Tout sera répertorié tranquillement. Ensuite, une des autres questions qui était revenue, c'était est-ce qu'il y a des DSI exemplaires? Aude avait répondu en partie. Est-ce que les autres, vous aviez des idées de direction des systèmes d'information qui seraient exemplaires? Je dirais qu'il y a des DSI qui s'interrogent sur le sujet et qui sont vraiment dans une démarche d'amélioration. Après, c'est difficile en fait de trouver des critères ou des éléments qui permettent de dire que certains sont exemplaires sur le sujet. C'est un peu le lien ce que nous on pense en fait du sujet de l'engagement face aux sujets environnementaux et sociétaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de… En fait, c'est un chemin, et c'est-à-dire que les bonnes pratiques d'aujourd'hui ne sont pas forcément les bonnes pratiques de demain et qu'il faudra toujours penser à se renouveler pour aller plus loin. Donc, je n'ai pas d'exemple à donner, mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que le sujet est de plus en plus pris en compte, qu'il l'intéresse, qu'il est aujourd'hui traduit en objectif, en plan d'action, et que c'est quelque chose de très positif. Est-ce que quelqu'un d'autre avait envie de prendre cette question? Sinon, je vois aussi la question de est-ce qu'il est possible, par exemple, de faire un site internet green, beau, avec beaucoup de contenu? J'imagine que ça s'inscrit un petit peu dans la question de la low-tech et de la sobriété numérique aussi et de la création plus sobre. Je ne sais pas si c'est forcément le domaine de compétences de chacun ici, mais en tout cas, c'est définitivement un domaine qui monte. En tout cas, il y a un vrai enjeu parce que je peux vous partager là le site du Low-Tech Lab, qui est donc low-tech. Mais c'est sûr qu'en termes de couleurs, etc., c'est quand même sobre. Et ensuite, ils ont toute une partie tutoriel parce que donc eux, leur objectif, c'est de valoriser toutes les low-tech dans le monde et de les documenter.
Donc, il y a aussi des vidéos qui sont sur YouTube. Et donc, évidemment, une vidéo YouTube sobre, c'est tout de suite un petit peu plus compliqué. Donc, voilà, je pense que ça dépend ce qu'on entend par beau et avec beaucoup de contenu. Moi, j'aime bien ce qui est sobre, donc effectivement, ça ne me gêne pas, mais c'est un site que j'ai déjà montré, par exemple, à des étudiants et qui, par exemple, sont en formation multimédia ou autre, et donc pour eux, c'est très frustrant, en fait, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'animation, parce que ce qu'ils aiment, ça va être voilà, d'avoir je sais plus comment ça s'appelle, voilà, un truc qui déroule les images, etc. Là, j'ai perdu mon vocabulaire. Donc, effectivement, ça limite quand même un petit peu certaines fonctionnalités, quoi. Et pour répondre, le périmètre précis de la low-tech, c'est très très large. La low-tech, c'est vraiment une technologie qui soit accessible partout, qui soit simple. Et donc, la low-tech, ça peut être autant donc, sur les sites internet que comment faire chauffer de l'eau avec juste du soleil. Enfin, la low-tech, c'est très 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 large. Je pense, s'il n'y a pas d'autres questions, Laurane, que l'on peut peut-être conclure pour te laisser le temps aussi d'être en plus petit groupe et que vous puissiez aussi, vous, prendre la parole, chers participants. Donc, peut-être, Laurane, je te laisse le mot de la fin. Eh ben, merci Giovanna. Eh ben, le mot pour vous remercier, vous intervenants et intervenantes, et puis vous qui nous avez écoutés. Voilà, encore une fois, on est très content de voir ces sujets monter. Alors moi, je prêche un peu pour ma paroisse, puisque donc je vous ai dit que je m'occupais des sujets numériques responsables chez Numéum, mais donc je crois que c'est pour rebondir sur ce que Virginie disait tout à l'heure. En fait, le numérique, un numérique green qui serait pas inclusif, ça n'aurait pas de sens. Et l'idée, c'est qu'ensemble, on puisse finalement que le mot numérique responsable, ça devienne un pléonasme, puisque on avance tous pour que en fait, le numérique qu'on construit, toutes et tous, il soit responsable by design. Donc voilà, c'est en tout cas, merci pour vos témoignages pour ces différents aspects, et merci à toutes et tous pour votre participation ce soir.